téléspectateurs, nos fidèles auditeurs. Alors, il y a une chose que je voudrais vous dire, mais une chose un peu secrète, c'est qu'avant l'émission, vous ne pouvez pas imaginer la subtilité des blagues et des petites histoires qu'on se raconte. Il faudra en faire une émission. Bonjour Daniel. Bonjour, ravi de vous rencontrer, ravi de retrouver Christian. Et donc je voudrais signaler, j'ai pris un grand plaisir à visiter l'exposition à Clément, qui s'arrête le 6 décembre. Donc ceux qui ne l'ont pas vu, je leur conseille d'y aller, de Jean-Pierre Fiard. C'est sur la Martinique des temps anciens. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très ravigorant d'entendre parler de la Martinique d'il y a 3500 ans. Parce qu'on a de quoi s'adosser. Et les photos, parce que c'est un passionné, Jean-Pierre Fiard, c'est un passionné de la Martinique, de la forêt, des champignons, des plantes, mais de ceux qui existaient avant l'arrivée des colons. Et donc, il parle beaucoup de... D'ailleurs, l'exposition s'appelle Joa Canera, qui est le nom caraïbe de la Martinique. Et les textes sont magnifiques, c'est plein de poésie. Donc, je conseille beaucoup d'y aller voir. Je vais te taquiner. On va donner du temps tout à l'heure suite de cette information. Emmanuel? Oui, bonjour Gérard. Bonjour. Ça y est, tu es la FIDE, tu es avec nous? Ah ben, écoute, c'est la deuxième, donc on verra comment ça va se passer. Mais déjà, la semaine prochaine, tu nous quittes. En effet, oui. Tu nous quittes pourquoi d'ailleurs? Ben, écoute, je vous quitte parce que je pars à Paris et participer à un colloque sur l'économie des Outre-mer, donc à la demande d'un média national qui est le groupe Ouest France. Et donc voilà, donc je suis invité à notamment m'exprimer sur le sujet de l'économie et de la culture et des sociétés en général. Magnifique, très bien. Mais bon courage. Merci. Tu as le temps de travailler un petit peu pour mangiare. Tu as le temps quand même, entre Tous Créoles, entre de l'émission qu'on fait maintenant. D'ailleurs, j'en profiterai pour parler Tous Créoles, puisqu'au fond, Tous Créoles sera au cœur de mon propos dans cette intervention. Tu as pris cette décision? Oui, mais c'est une décision que l'on peut partager assez vite avec toi et avec Daniel, en tant que vice-président. Très bien. Monsieur Boutin? J'aime bien Monsieur Boutin. Oui, ça fait bien. Écoute, rapidement, déjà, beaucoup de plaisir de vous retrouver, effectivement. C'est la première fois également avec Emmanuel. Donc, et puis, oui, parce que la semaine passée, monsieur était à Santo Domingo. Ouais. Alors, très succinctement, je vais vous parler de deux petits sujets qui m'ont occupé ces derniers temps. Enfin, pas occupé, mais en tout cas sensibilisé. C'est déjà un livre que j'ai lu de Lilian Thuram, qui s'appelle La pensée blanche. Un livre déjà ancien. Oui, mais oui, peut-être. Mais oui, pour moi, c'était une découverte et j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Donc, je recommande de le lire d'ailleurs. Voilà. Et puis, deuxième sujet, ce qui se passe à Mayotte qui m'interpelle aujourd'hui, parce qu'effectivement, c'est que le département de Mayotte, puisque le département récemment est dans une turbulence qui est assez singulière et dont on ne sait pas effectivement les aboutissements. Il faudrait qu'on investigue un petit peu, pour savoir un petit peu ce qui se passe auprès de nos collectivités, régions, pairs, ils sont tellement loin de nous. Alizé. Bonsoir, bonjour plutôt. C'est vrai que ça passe le soir, mais bonsoir aussi, quand même. Bonsoir. Donc encore très contente et honorée d'être là. Donc voilà. Tout simplement. Oui. Bon, écoutez, c'est à mon tour de vous donner les petites infos que j'ai gladées au fil de la semaine. D'abord, une chose intéressante, c'est que la Banque alimentaire de Martinique a collecté plus de 42 000 tonnes de vivres, de denrées, beaucoup plus qu'espéré. Ce qui correspond à 7 000 personnes âgées qui seront, entre autres, qui pourront être nourries grâce à l'aide alimentaire. J'ai calculé que ça fait plus que la population d'Ajoupa-Bouillon et des Anses-d'Arlé. Ce n'est pas négligeable. C'est pas mal même. Alors qu'en France, on déplore une baisse de 10% de la collecte cette année. Bon, on est beaucoup plus généreux que la France. C'est tout à notre honneur. 5 000 personnes ont découvert leur séropositivité en 2021. Un nombre stable, ça ne bouge pas par rapport à 2020. Mais l'information est que malgré le déploiement et la montée en puissance de moyens médicaux et techniques de dépistage et puis de soins, que malgré tout, le nombre d'infections diminue. C'est-à-dire que lorsqu'on arrête de focaliser sur une question, eh bien, il y a un phénomène global qui se fait et on se laisse aller. Les établissements festifs sont invités à solliciter auprès des forces de sécurité un diagnostic de sécurité. C'est ça la suite des événements du Robert, ta commune chérie et bien-aimée, calme et bien heureuse. Et le préfet, il s'agit d'une information du préfet, il rappelle qu'il faut respecter les délais de déclaration préalable de telle sorte que les forces de sécurité, de police,
organise, soit au courant, soit concerné, et soit organise à titre préventif, prenne des mesures pour assurer la sécurité. Et il dit, je le cite, face à la terreur que veulent imposer ces voyous, ce n'est que par une action coordonnée de tous les acteurs concernés que nous parviendrons à les neutraliser et les présenter à la justice. Boum, c'est un peu comme la guerre. Le nouveau préfet s'appelle, un quiz, s'appelle comment? Comment? Ah, ben, mes félicitations. Mais oui, que tu es proche de... Qu'est-ce que tu as vu? En tous les cas, non, je te taquine, je veux pas. En tous les cas, on l'a dit et à bon entendeur, salut. L'Association des Haïtiens de la Martinique s'est un petit peu réveillée de ses cendres, parce qu'on ne les entend pas beaucoup, pour demander que les mesures d'expulsion soient suspendues, en expliquant qu'il y a deux situations identiques et deux mesures différentes, celle de l'Ukraine et où on a plus que suspendu des expulsions. On n'a même pas eu à faire des expulsions, parce qu'on les a accueillis à bras ouverts. Je me suis appliqué dans le cadre de cette émission à montrer chaque fois les mesures excessivement favorables que l'on faisait pour les Ukrainiens et ce qui est à l'honneur de la France. Puis ce qui sera encore plus à son honneur, c'est que pour les personnes à mélanine et à culture et à géopolitiquement différents que les personnes européennes soient bien reçues, parce que c'est notre conception de l'ordre mondial. Le parquet de Paris a demandé un non-lieu dans l'enquête sur le chlordécone, les faits dénoncés étant prescrits. Je vois mal comment ça pourra se terminer. Parce qu'une prescription, c'est une prescription. Ça, c'est le juriste qui parle. Comment on pourra détourner le fait que les plaintes ont été déposées dans des délais trop tardifs par rapport à la commission des infractions? Alors, il faudra trouver, c'est aux avocats de travailler, ils sont tous intelligents, et du email et puis nos locaux, vous trouvez des éléments qui prouvent qu'il y avait une perpétuation, une continuation du délit de mise en danger. Enfin, ça va être un formidable procès. Festival de jazz, ça va plaire à Christian, qui, pendant le festival de jazz de Martinique, a jugé bon d'aller vagabonder à Santo Domingo. Il n'est pas terminé. Ce soir, je suis à Triom. Ouais. Bon, et cas, dimanche dernier, j'étais aux Trois-Îlets. Oui, tu vas nous en parler. En tous les cas, cette semaine, j'ai pu, c'est la semaine passée, enfin bref, peu importe, j'ai pu assister au spectacle de Elsie Etna, qui est vraiment une fille, une enfant de notre concept de Big in Jazz. C'était pas mal, mais c'était encore mieux lorsqu'elle a vraiment pris à la fois les rythmes et puis les classiques, notamment la sirène. Là, le public a vraiment vibré. Et puis aussi, il y a eu la commémoration par Mino Sinelu. Vous savez que Mino Sinelu avait commencé sa carrière avec Miles Davis, il avait 17 ans, 18 ans. Et là, j'ai mis quelques mots pour ne pas être trop long. Folie créatrice, douceur, générosité, tendresse, volupté. Il est extraordinaire. On sent que c'est une âme, comme l'image qui apparaît à l'écran ou qui est apparue à l'écran. Et puis, il y a eu également un autre jour, Joachim Horsley. Je vous avais passé une fois en fin d'émission l'une de ses vidéos. C'est un musicien de musique classique de Los Angeles qui a plongé dans toutes les musiques latines, les musiques du Sud, caribéennes. Et il a, si vous voulez, il a reproduit à cette occasion son dernier CD, son dernier opus, qui est Nuit caribéenne, avec l'ancien batteur, je crois que ça s'appelle l'ancien batteur de Cassave, qui a intervenu, qui a parlé, plein d'humour, c'était très, très bien. Et puis, au final, le Grupo Compay Segundo de Cuba, que l'on connaît, Chang Chang, etc., je ne vais pas présenter, et c'était identique à l'époque. Le principal acteur de ce groupe, leader de ce groupe est décédé, mais son fils l'a succédé, et c'était superbe, c'était vraiment, on était dans la Sierra Maestra. Deux petits mots rapides sur Frédéric Lamour, Ronald Tull, Raph Lamar. J'ai bien aimé Frédéric Lamour, j'ai trouvé une vélocité extraordinaire, un langage pianistique extrêmement percutant. Il était accompagné de 3-4 musiciens, bon, j'ai pas les noms en tête comme ça, mais c'était vraiment quelque chose de sympathique. C'était bien. Absolument. Et puis il y a eu aussi Raph Lamar, c'est bien à mon avis que Tropicatrium m'a donné une place prépondérante à Raph Lamar et Ronald Tull aussi, parce qu'on connaît le travail de Ronald et on connaît aussi
les chansons, parce que Ralph a quand même porté la Martinique à travers des compositions les plus éloquentes de notre patrimoine. La Martinique musicale. Absolument. Et puis il y avait aussi le Campus des Arts qui faisait effectivement des créations. Voilà. C'était un très très bon moment. Il est heureux qu'il y ait un public aujourd'hui qui vienne pour cette musique d'écoute. Voilà, et c'est très bien. Qui aime la qualité. Un jingle pour les actualités, s'il vous plaît. Alors, nous allons partir à la découverte des mécanismes parlementaires. Les faits en eux-mêmes ne sont pas particulièrement passionnants, encore que ce sont des sujets qui peuvent nous concerner, nous intéresser, mais c'est pour montrer où se fait la loi, comment se fait la loi, comment se fabrique la loi, parfois dans la fureur, dans le bruit. Daniel, tu as... Oui, alors je pense que ceux qui nous regardent commencent à être un peu familiarisés parce que, avec le 49.3, parce qu'on en a parlé plusieurs fois, mais déjà ça nous a permis de comprendre que c'est un mécanisme qui est prévu par la Constitution, donc c'est pas quelque chose qu'on sort de sa botte, c'est prévu par la Constitution. Et puis deuxième élément, ça a déjà été utilisé à maintes reprises avant ce gouvernement, et que ce soit des gouvernements de droite ou de gauche. Et là, pourquoi on en parle? C'est parce qu'on dit, Elisabeth Borne a dégainé une nouvelle fois le 49.3. Alors déjà, il faut comprendre, et on en a parlé, qu'un texte, à l'Assemblée nationale, il va au Sénat et il revient à l'Assemblée nationale si le Sénat ne l'a pas adopté dans les mêmes termes. Alors quand un texte... Il y a eu un 49.3 quand il est passé à l'Assemblée. Quand il revient à l'Assemblée, c'est logique que ce soit à nouveau un 49.3 puisque c'est en deuxième lecture. Et c'est ce qui s'est passé pour le budget et ce qui s'est passé pour le budget de la sécurité sociale. Donc on est dans une logique qui est que on peut regretter, mais en fait, on sait bien qu'il n'y a pas d'autre solution à partir du moment où le gouvernement n'a pas la majorité absolue. Ce qui était, à mon avis, plus intéressant, parce qu'on n'avait pas l'habitude de cela, c'est de découvrir le mécanisme de la niche parlementaire. La niche parlementaire, c'est une institution qui fait que sous la Ve République, avec cette constitution, chaque groupe d'opposition dispose une fois par an de la possibilité de déterminer l'ordre du jour de l'Assemblée, en mettant à l'ordre du jour les propositions de loi qu'il veut mettre. Et donc cette fois-ci, c'était la France Insoumise. Et la France Insoumise a présenté 12 projets, dont l'interruption de grossesse, dont Alizé va parler, et qui ne posait pas problème, puisque c'était passé à la commission des lois et le gouvernement avait donné son accord. Ensuite, il y avait un certain nombre de sujets, comme par exemple l'augmentation du SMIC à 1 600 €, qui était une position de la France Insoumise pendant sa campagne électorale, qui était l'abolition de la corrida, et qui était, entre autres, la réintégration des soignants vaccinés. Et il y avait encore donc 8 autres au sujet. Mais il est évident que tous ces sujets ne pouvaient pas être abordés. Et donc la France Insoumise avait maintenu la corrida pour être examinée, et elle a retiré l'examen de ce projet sur la corrida pour pouvoir faire venir le texte sur la réintégration des soignants. Et sur la question de la réintégration des soignants, il y a un certain nombre de députés du groupe Lex-Front National et des Républicains qui étaient prêts à voter la proposition de la France Insoumise. Le gouvernement, par contre, était vent debout contre cette décision. Et alors, s'est instauré à ce moment-là ce que certains appellent un déni de démocratie, à savoir qu'il y a eu un certain nombre d'amendements, un certain nombre de suspensions, parce qu'il faut savoir que quand un groupe a la possibilité de fixer le calendrier de la journée, ça s'arrête à minuit. Si vous n'avez pas examiné, c'est fini. Et donc, à un moment donné, on s'est bien rendu compte que les députés de la majorité allaient tout faire pour arriver jusqu'à minuit sans qu'on vote. Et donc, ça a donné lieu à des échanges qui étaient des échanges très violents.
mais qui, à mon avis, ne sont pas très... pour ceux qui regardent et pour l'exemple, non, je pense qu'il y a un manque de tenue, mais qui n'est pas de la France insoumise particulièrement, c'est de tous les parlementaires. Mais je crois qu'il faut aussi qu'on se souvienne d'une chose. Quand le gouvernement présente un projet, l'opposition présente des milliers d'amendements pour justement faire obstruction, d'où le fait qu'on arrive au 49.3. Et on a un effet miroir, me semble-t-il, à l'Assemblée, où il n'est pas plus démocratique de faire des amendements, des milliers d'amendements quand c'est le gouvernement, et puis que ça ne le serait dans l'inverse. Donc je veux dire, chacun est amené, moi c'est là, en tous les cas, moi c'est la conclusion que ma conclusion personnelle, c'est que chacun, quel qu'il soit, quel que soit son bord, devrait avoir un peu plus de tenue, compte tenu du fait qu'ils sont des représentants de la démocratie. Et moi je pense que chacun devrait un peu... Je pense qu'on va envisager de créer un groupe de pression pour que vous soyez le député, Madame Marcelli. Alizé, on va parler de l'IVG. Alors, je te vois une fiche comme ça qui disait justement la petite cuisine parlementaire sur la question, et puis ensuite d'autres fiches qui élargissent le débat. Alors, tu as libre cours, libre possibilité d'évoquer cette question de constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse, que c'est ça que veut dire IVG. À toi. Exactement. Sur ce sujet-là, on a vu que le vote a été assez clair. On s'y attendait quand même un peu. On était quand même à 337 voix pour et 32 contre. Bon, il y en avait quand même 32. Donc, oui. Voilà. Mais dans ce sens-là, c'est pas surprenant pour un pays qui aujourd'hui offre de larges possibilités et une assez grande liberté à la femme, à la fille aussi, de pouvoir disposer de son corps et de son droit de reproduction. Donc aujourd'hui, en France, il y a tellement de choses mises en place pour pouvoir avorter sans que quelqu'un le sache, même pour les mineurs. Les mineurs ne sont pas obligés d'en parler à leurs parents. Bref, en tout cas en France, on a vraiment un large panel d'options, et sachant que c'est notamment remboursé à 100%, enfin, en France, on a vraiment cherché à mettre en place tout ce qui était possible pour pouvoir permettre à la femme de disposer librement de son droit de reproduction. Ouais. Cependant, dans le monde, aujourd'hui, on voit que le droit des femmes est bafoué. Entre 2021 et aujourd'hui, si on prend déjà août 2021, on a tout ce qui se passe au Moyen-Orient qui vient remettre en cause le droit des femmes. Et ensuite, on a maintenant ce qui s'est passé aux États-Unis avec le fait que désormais, ce n'est plus fédéral, la capacité à disposer de son droit de reproduction maintenant est déléguée à chacun des États. Et donc, pour le droit des femmes, on va dire les femmes en général dans ce monde, il y a un peu cette remise en question. Jusqu'où irons-nous? Et pour moi, cette position des députés, notamment femmes, parce qu'il y a quelques articles qui disent bien qu'à la fin du vote, certaines se sont mises de côté, ont commencé à chanter, à vraiment être pleines de joie. On voit que le désir des députés françaises, on va dire, c'était vraiment de venir mettre ce point d'exclamation pour dire, nous, en tout cas en France, peu importe ce qui se passe dans le monde, nous, on tient à garder ce droit-là et on va leur montrer quelque part que nous, on tient à cela et que les femmes ne seront pas méprisées, le droit des femmes ne sera pas bafoué par rapport à ce qui se passe dans le monde. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant, mais bon, il y a beaucoup de polémiques autour de ça. Quand même, on parle de constitutionnalisation, on est quand même... Tu nous as dit l'essentiel, parce que moi, effectivement, ta dernière assertion, ta dernière phrase m'explique un petit peu pourquoi, pour quel était l'état d'esprit, pourquoi constitutionnaliser une chose qui se pratique et qui, comme tu le dis, avec tous les moyens. Maintenant, messieurs, essayez d'être aussi brillants que ces dames-là, afin que sauver notre honneur. C'est difficile. On va commencer par Emmanuel, qui va nous parler de la révolution numérique, qui représente un tournant de l'histoire de l'humanité. C'est pas rien, hein. À vous. Oui, effectivement, il y a un livre qui vient de sortir d'ailleurs, par le professeur Cohen, qui est titré Homo numericus. Et selon ce livre, et selon sa pensée d'une manière plus générale, il dit quelque chose de radical. Il dit que nous sommes au tournant de l'humanité. Il dit qu'aujourd'hui, on tourne la page de 10 000 ans d'humanité où l'homme était connecté à ses propres sens, à sa relation charnelle au monde, pour rentrer dans autre chose, où il va virtualiser ses relations aux autres, il va virtualiser ses comportements,
Et donc, on rentre dans quelque chose de nouveau. Alors, est-ce bien, est-ce mal? Ça, c'est un débat qui ne m'appartient pas de trancher, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, les repères du monde, les repères de l'homme, les repères d'Homo sapiens se transforment vers quelque chose de délégué à un monde virtuel. Et on voit donc toutes ces grandes orientations prises par notamment ce qu'on appelle la révolution de l'intelligence artificielle. On en a parlé la semaine dernière. Bon, là, il enfonce ce clou-là. On voit des métiers qui aujourd'hui s'affranchissent de la réalité physique de plus en plus. On parle même d'ailleurs d'industrialisation post-industrielle. Oui. Ça, c'est intéressant comme concept. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on avait industrialisé les biens et les produits, enfin la fabrication de biens et de produits. Aujourd'hui, avec le numérique, on industrialise les services. Ça veut dire qu'on devient 1000 fois plus performant dans la production de services, dans la production de loisirs, dans la production d'apprentissage. Donc tout ça, à première lecture, c'est formidable. C'est un bond en avant pour l'humanité qui nous donne accès à des avancées remarquables, avec un risque qu'il faut noter, qui est la dématérialisation de nos relations. Et c'est en ça qu'il va jusqu'à dire l'homme est en train de se déshumaniser, au sens primaire du terme. C'est quand même très fort comme discours. Et puis enfin, pour en terminer, tout ça, ce n'est pas simplement des élucubrations. On est dedans, on est réellement dans cette révolution. On est dans la génération qui grandit maintenant avec les réseaux sociaux. Et on voit d'ailleurs l'impact des réseaux sociaux. Pour faire très simple, les réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est? Ce sont des algorithmes dans lesquels on installe notre pensée et qui finalement nous enferment dans nos propres certitudes, puisque le principe même économique d'un réseau social, c'est ce qu'on consiste à obtenir de l'engagement. L'engagement, c'est obtenir une réaction de l'internaute vis-à-vis de la machine. Et cet engagement, on l'obtient non pas par des concepts raisonnés, on l'obtient par de l'émotion. Et donc, Facebook, Twitter, Instagram fabriquent des stimuli d'émotion pour nous faire réagir par un like ou au contraire par un émoticône qui hurle. Donc en fait, la machine nous met dans un schéma de radicalité de la pensée. Donc ça, moi, pour le coup, c'est une part qui m'inquiète, parce qu'on sent bien que la pensée n'est plus nuancée, on aime ou on n'aime pas, on polarise les pensées, et on voit d'ailleurs dans le monde aujourd'hui se répandre des blocs polarisés, des blocs qui s'opposent, qui s'affrontent, plus qu'avant, sur tous les sujets. Il n'y a plus un sujet aujourd'hui qui ne soit pas un sujet de polémique. La santé est un sujet de polémique, l'éducation en est un, l'IVG en est un, etc., etc. Donc voilà un petit peu le monde dans lequel nous emmène cette révolution numérique. Sans faire de toi un spécialiste d'une chose que tu connais à fond, nous allons aborder au fur et à mesure ces questions, les métaverses la prochaine fois à fond, et un certain recul malgré tout des groupes sociaux, et la substitution des groupes sociaux, parce que Facebook et tout ça, c'est un modèle qui semble péricliter. Donc on va tenir sur quasiment une rubrique. Donc continue à augmenter ton niveau de connaissance, le level of knowledge sur la question, parce que je pense qu'il faut qu'ici en Martinique, on comprenne bien ça, parce qu'on est dedans à Tuberzingue. Christian, plus de 50 ans après les effets du bumidum, qui revient par la petite porte, se font toujours sentir. J'introduis quand même rapidement, la politique du bumidum a une part de responsabilité dans la crise démographique actuelle. C'est ça la thèse que l'on voit poindre sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que du mauvais. Durant ces 10 dernières années, la Martinique a subi un déclin démographique important, environ 35 000 habitants. 35 000 habitants, c'est 2 ou 3 communes, en moins ce que nous avons. Ces dynamiques enclenchées depuis de nombreuses années, devraient continuer et s'accentuer. Et on parle d'une population qui devrait arriver à 300 000 en 2050, sous la barre des 300 000 en 2050. Et l'INSEE, en tous les cas aujourd'hui, annonce 368 783 habitants. Tu développes un peu en 3 minutes? Alors le bumidum a été créé en 1961 par Michel Debré. Michel Debré qui était ministre, je pense, du général de Gaulle dans le temps. Et le bumidum, c'est le bureau de migration dans les départements d'outre-mer. Dans chaque département d'outre-mer, notamment Martinique, Guadeloupe et Réunion,
il y avait effectivement un Bubidome. Alors, pas Guyane. Pas Guyane. Pourquoi? Parce qu'il était considéré que nos départements, Martinique, Guadeloupe et Réunion, étaient surpeuplés. Oui, c'est ça, c'est la Guyane. C'est marrant, hein? Et alors, en 61, il y avait, 61, 63, il y avait 300 000 habitants, 300 091 habitants à la Martinique. Je rappelle qu'aujourd'hui, on est à 354 000 et qu'en 2006, on était à 397 000. Oui. Donc, on a perdu 12% de la population entre 2006 et 2022. Oui. Alors, ce bureau qui a été créé, c'était un office du gouvernement. C'était une société civile qui a été créée par le gouvernement, tutelle du ministère des Outre-mer et ministère de l'Économie. Objectif, envoyer les Antillais aux Réunionnais en France travailler. D'accord? Donc, ces instances étaient dans chaque département d'outre-mer. Alors, je reprends les missions: organiser les migrations, favoriser la formation professionnelle, favoriser les regroupements familiaux et la gestion de centres d'accueil. Il y avait des centres d'accueil, notamment à Nantes, à Rouen, à Marseille, dans des sites où, effectivement, on demandait aux Antillais de venir. Entre cette période-là, entre 63 et 81, 70 000 transferts, 16 000 Martiniquais, 16 000 Guadeloupéens, 37 000 Réunionnais. Donc, il est évident que, alors tout à l'heure, tu faisais effectivement une comparaison des villes. Alors, je veux dire, c'est les villes des Trois-Îlets et du Vauclin. Ouais. Imaginons que ces deux villes-là disparaissent, voilà, et que tout le monde soit parti de l'autre côté. Attends, Christian, sans tenir compte de leur génération potentielle, des enfants qui seraient nés de leur relation. Là, tu prends les chiffres bruts. Oui, absolument, tout à fait. Alors, je voudrais faire un petit parallèle parce que la Réunion a été concernée par un scandale, d'ailleurs aussi. Les 1631 enfants réunionnais qui, dans ce même mouvement, ont été envoyés en Creuse ou en Lozère, parce qu'il fallait effectivement rééquilibrer les fermes. Absolument. Donc, voilà. Alors, ces migrations ont été un scandale. D'une part parce que les migrations étaient organisées de façon assez compliquée, parce que les gens qui arrivaient en France, ils étaient confrontés à des problèmes de logement, des problèmes d'aller chercher du travail, et parfois même on les parquait et on les mettait un petit peu comme du temps de l'esclavage, où il y a des employeurs qui venaient les identifier pour dire je prends celui-là, je prends celui-là. Donc, si vous voulez, c'était quand même quelque chose d'assez dramatique. Oui. Alors, on peut dire aussi qu'effectivement, 40 ans après, il y a des signes très incontestables, puisque les reproductions ne se sont pas faites, et ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, 40 ans après, la baisse de la population martiniquaise ou guadeloupéenne est évidente. Puisque effectivement, tous ces gens-là n'ont pas pu reproduire et avoir des enfants. Le Bumidome a été arrêté en 1981, au moment de l'élection de François Mitterrand. Ça a été remplacé par l'Agence nationale pour la protection des travailleurs venant de l'outre-mer. Donc voilà ce que je peux dire. Alors, pour terminer, on peut dire aussi qu'il y a eu quelques protestations, puisque on a considéré qu'un premier objectif, c'était de diminuer l'influence des partis séparatistes et indépendantistes, dans les années 63, ou encore, comme Aimé Césaire l'a indiqué, ça a été le génocide par substitution. Parce qu'en même temps, il y a plein de gens qui rentraient, métropolitains qui rentraient ici. Monseigneur Maquet, dans un enseignement un jour, expliquait que c'est un état de fait et que cette population manquante, 30 000, peut très bien être remplacée par une émigration caribéenne. Parce qu'une fois qu'ils arrivent ici, ils se francisent. D'abord, ils se martinicanisent d'abord, parce qu'ils appellent le créole, et puis ensuite ils se francisent. Et qu'en tous les cas, ils deviennent nos pères, ils deviennent nos frères et sœurs. Il faut admettre que la Martinique a toujours été une terre de migration, ou d'émigration, ou de migration, c'est ça le bon terme. Il y a quand même un point de vue différent sur le sujet du Bumidome, qui a été notamment exprimé par Yves-Léopold Montieu. Je ne sais pas si vous avez lu son livre, Les années Bumidome, qui est intéressant de lire parce qu'il pose finalement l'hypothèse inverse de la polémique et de la mauvaise image qui est attribuée au Bumidome, en expliquant en réalité que c'était le moyen unique pour pouvoir faire émerger une classe moyenne que le système économique de l'époque était bien incapable de faire. Donc il y a ce regard qui permet de nuancer aussi les choses, et son analyse est assez bien faite. Enfin, moi j'ai lu son livre et j'ai été assez impressionné par
la pertinence de son analyse. Pour aller dans ton sens, on peut dire aussi qu'il y a des gens qui considèrent que grâce au Bubidome, ils ont pu accéder à un statut social. Je pense qu'on peut rappeler, on a parlé ici du livre de Thérèse Léotin, le dernier livre qu'elle a sorti, et qui était justement les souvenirs de deux personnes qui sont parties de milieux sociaux différents, avec des parcours différents, mais ce livre avait l'intérêt de montrer comment, par exemple, comment les gens avaient été reçus dans des endroits qui étaient réservés, la filière qu'il fallait suivre, et je crois que ça illustre bien ce que c'est un bon bouquin qui fait le point. Je vais passer la parole à deux éminents conférenciers, Emmanuel Verinal et... Nous sommes dans la culture. Et Daniel Larsen, nous sommes toujours, c'est le troisième sujet, c'est le pèlerinage à l'île de Gorée. Oui, simplement je pensais que je parlais de... Ok, bon alors d'accord. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, donc, Emmanuel aussi, je pense que c'est comme ça qu'on doit faire. Vous devez avoir vos fiches, vos tablettes, vos chiffres devant vous, et gardez votre personnalité. Tout à fait. Alors il se trouve que l'Observatoire sociologique de la Martinique, c'est une association qui a été créée il n'y a pas très très longtemps et qui s'occupe de discuter et d'échanger par l'intermédiaire de conférences sur des problèmes importants comme la famille, comme l'esclavage dans l'Église. Donc cette association a organisé un séjour à Gorée de 10 jours auquel participaient Monseigneur Macaire, deux autres prêtres, le père Aizo et le père François Augrain. Benjamin François Augrain, oui. Et il y avait un certain nombre d'élus et d'anciens élus et de membres de la CACEM qui y participaient. Et pendant ce séjour, il y a eu une visite à certains monuments religieux et également à une ferme, la ferme Songhai. Alors c'est drôle parce que pendant qu'ils étaient là, l'initiateur de la ferme Songhai était à la Martinique pour montrer ce qu'était une agriculture biologique. Et puis, ils ont rencontré une institution qui est je traduirais, pour la médiation dans les relations humaines. Mais bien entendu, le côté... On me dit dans l'oreille qu'il a été reçu. J'ai fait le message, donc je ne vais pas vous vexer. La technique participe à l'édition. Est-ce qu'on a reçu le père, rappelez-moi son nom de Songhai. L'initiateur de Songhai. Ah non, je n'ai pas retenu le nom. Ouais, mais c'est un prêtre. Oui, non, mais je n'ai pas retenu son nom. Et donc, il y a aussi la visite très symbolique à Gorée, puisque Gorée, c'est effectivement le lieu de passage où c'était la dernière terre qu'on voyait avant de faire la grande traversée. Et cette occasion, je pense qu'on peut rappeler que l'Église, depuis 1992, il me semble, Emmanuel, a entrepris un travail qui est de repentance et de demander pardon pour l'esclavage. Oui, donc en 1992, en effet, le pape Jean-Paul II s'est rendu à Gorée pour demander pardon des crimes de l'esclavage au nom de l'Église. Quelques années plus tard, ce sont les évêques d'Afrique, c'était en 2003 je crois, qui se sont rendus sur place également dans une démarche similaire, avec un double discours de l'Église. D'une part, demander pardon des crimes de l'esclavage, et d'autre part, prier pour les situations d'esclavage d'aujourd'hui. Qui se perpétuent aujourd'hui un peu dans tous les pays du monde, puisque, vous le savez sans doute, à l'heure où on parle, 50 millions d'humains sont en situation d'esclavage, répartis un peu dans tous les endroits du globe, avec des variations différentes d'un site à l'autre, mais il n'empêche que... De forme de soumission, saisie du passeport, par exemple, au Qatar, saisie des pièces d'identité du passeport, contrat qu'il faut terminer, etc. Oui, voilà, c'est-à-dire il y a des variations. Des gens, malgré tout, que l'on prive de liberté, à qui on impose un travail forcé, sans aucune perspective d'affranchissement, entre guillemets, et puis des gens qui sont atteints dans leur dignité, avec dans des situations, pour certains, des cas de violence terrifiantes. On parle des situations des Ouïghours en Asie, il y a des zones également en Afrique et en Amérique du Sud où on retrouve également des situations dramatiques. Donc et même en Europe d'ailleurs, ce qu'on appelle les formes d'esclavage moderne. Donc il y a des formes variées d'esclavage, mais qui concernent quand même l'équivalent de la population française, si vous vous rendez compte Donc c'est un sujet qui est effectivement
a été dramatique, mais l'est encore. Et la question que l'on peut se poser autour de tous ces débats, et notamment du geste de l'Église vis-à-vis de l'esclavage transatlantique et de l'esclavage moderne, c'est de se poser la question de notre rôle à nous, alors nous Martiniquais, puisque nous sommes issus, comme on le dit d'ailleurs dans nos textes de tous créoles, issus du chaudron de l'esclavage. Et donc, nous sommes un peuple singulier de ce point de vue-là, qui est né de ce drame épouvantable, et qui nous rend d'une certaine manière, peut-être, j'ouvre une hypothèse, mais peut-être plus légitime que n'importe quel autre peuple pour porter le combat mondial du plus jamais ça. Vous voyez ? Donc là, il y a quelque chose que peut nous inspirer le geste de l'Église, et qu'on peut reprendre à notre compte dans une démarche qui doit maintenant nous tourner vers les situations qui occupent le monde, alors loin de chez nous, mais également près de chez nous. En Haïti, il y a le phénomène des restes avec, qui est par exemple quelque chose qui, là pour le coup, nous concerne peut-être plus que d'autres, et donc qui mériterait peut-être qu'on s'insurge davantage et qu'on prenne des formes d'action militantes pour lesquelles, me semble-t-il, les Martiniquais, les Guadeloupéens ont une légitimité que d'autres territoires ont moins. Le message, j'espère, sera entendu. Un petit jingle pour alléger l'atmosphère un peu. Nous allons parler de la culture haïtien qui s'appelle Jean d'Amérique. En réalité, il est né Jean Civilus, mais je te laisse développer tout le reste de l'affiche. Oui, tout à fait. Donc, alors je considère que c'est un peu un phénomène. Alors, nous l'avons découvert, puisqu'il est venu au salon littéraire qui s'est déroulé il y a 10 jours à peu près. Et il n'a pas 30 ans, il a 27 ans. C'est un poète, romancier, dramaturge, organisateur d'un festival qui est responsable d'une revue de poésie qui s'appelle D'Avertige et qui participe à plusieurs animations, plusieurs ateliers. Et c'est quelqu'un qui a participé à beaucoup de résidences, notamment en France. Et donc c'est quelqu'un qui produit beaucoup. Et ce qui m'a frappé, il y a deux choses qui m'ont frappé. D'une part, dans ce qu'il a produit, parce qu'il a déjà produit beaucoup. Alors il a produit surtout de la poésie, mais il a produit un roman qui s'appelle Soleil à coudre. C'est que dans son œuvre, il y a une part importante qui est faite aux femmes. Et les femmes, qu'elles soient victimes de l'exil ou bien qu'elles soient des héroïnes de l'histoire d'Haïti. Et notamment, ce livre qui est Opéra Poussière est un hommage à Sanit Belair. Sanit Belair, c'est une femme qui s'est engagée pour la révolution haïtienne et qui a été capturée par les Français et assassinée. Et donc, ces personnages féminins sont très forts. Et la deuxième chose qui m'a aussi beaucoup frappée, c'est que c'est quelqu'un qui pratique beaucoup le rap et le slam. Et sa poésie, qui est très forte, lorsqu'il l'a dit lui-même, a une portée, mais aussi un impact sur les jeunes qui est fantastique. Et il y avait un certain nombre de jeunes à l'une des lectures à laquelle j'ai assisté. Et ça faisait plaisir de voir des jeunes réagir comme cela à la poésie. On a tendance à considérer que la poésie est un genre difficile, est un genre qui est réservé à une minorité, alors que lui, Jean d'Amérique, il fait en sorte, en alliant la poésie et le slam et le rap, à mettre cette poésie à la portée des jeunes générations qui se l'approprient. Et ce sont des textes qui sont très forts, qui sont sur la résistance et qui sont sur l'espoir. Donc je recommande fortement de lire Jean d'Amérique. La similitude, il est poète, enfin il est écrivain, avec Steve Follagadet, qui lui aussi qui a été champion de Martinique de slam en 2019. Et donc, entre la littérature et le slam, il y a une passerelle qui est merveilleuse. Bon, il y a la force des textes, et puis il y a la musicalité des textes. Et c'est pour ça que la poésie, finalement, est au carrefour de ces deux pratiques. Oui, et souvent je conseille aux gens qui disent que Glissant, Césaire sont difficiles de les lire à haute voix parce qu'on a une autre approche et un autre ressenti et une autre compréhension. Ça vaut pour toi, Emmanuel. Petit jingle pour alléger encore plus l'atmosphère.
Je vais parler comme les jeunes. À partir d'un film pour lequel elle a flashé, Ariel, ce film s'appelle Noël grâce à elle. Alors la thématique, c'est que trompé par son ex, Carlinos rencontre Graça, qui se fait passer pour sa nouvelle petite amie afin qu'il puisse sauver la face devant sa famille traditionnelle à Noël. Mais elle m'avait précisé, je vais élargir le sujet au cinéma, aux films qui sont programmés sur les streaming chaînes là, de Noël, pour Noël. Tout à fait. Effectivement, si en métropole ou dans d'autres pays, les gens ont cette pratique de se ranger sur leur couette pour regarder des films de Noël, ici, avec la chaleur, c'est pas la même chose. Mais à notre façon, on a notre façon à nous de déguster ces films qui finalement, même si on n'a pas de neige ici, nous font rêver quelque part. Et tout d'abord, moi, ce que je voulais dire, c'est que je voulais rappeler que cette pratique-là date de 1898. Le premier film de Noël, enfin, ça durait que 3 minutes. Hein. C'était une petite production, mais ça date de 1898. Et donc, ça s'appelait simplement Santa Claus. Donc, finalement, les films de Noël, c'est quoi? C'est simplement ces productions qui nous poussent à regarder une action qui se déroule autour de cette période-là. Voilà, et puis, surtout, qui nous inspirent et nous font rêver autour de l'esprit de Noël. Et donc, par rapport à ça, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, Noël, c'est très, très commercial et que de plus en plus, ces films-là tendent plus à en fait, nous faire rêver, mais pour rapporter de l'argent, plutôt que de nous inspirer à faire de bonnes choses et à vraiment vivre Noël comme Noël devrait l'être. Et donc ce film m'a vraiment touchée parce que c'est vrai que tous les films de Noël tournent autour de cette même histoire, une famille qui essaie tant bien de mal de passer un bon Noël. Tu nous dis le nom du film? Alors ça s'appelle Noël grâce à elle. Oui. Du coup, c'est une production Netflix, bien évidemment. Alors, bon, j'ai choisi Netflix, mais il faut savoir que sur toutes les plateformes, on a des propositions de films, vraiment une offre très variée. Mais ce film-là particulièrement, parce que j'en ai enchaîné, des films de Noël. Oui, je fais mon marathon chaque année. Et celui-là m'a vraiment touchée. Pourquoi? Parce que déjà, ça se passe au Brésil. Ah oui. Et je trouve ça très intéressant. Voilà. Ouais. Déjà, c'est très rare. En général, on nous montre de la neige et tout. Là, on est quand même au Brésil. Et on sait qu'au Brésil, justement, il fait très chaud à cette période de l'année. Et ce qui se passe, c'est que cette jeune femme, son père, bon, je spoil, comme d'habitude, son père, justement, il était Père Noël. Enfin, dit Père Noël. Et du coup, elle a gardé cet esprit de Noël-là qu'elle, finalement, transmet. Au lieu de venir profiter d'un Noël chez quelqu'un, en fait, c'est elle qui transporte finalement cet esprit de Noël chez chaque famille qu'elle rencontre chaque année, parce qu'elle change de famille chaque année. Et donc, ce film-là m'a vraiment touchée par rapport au personnage principal qui est très authentique et qui est vraiment rempli de cette facilité à approcher les gens. Et je pense que Noël, c'est ça aussi. Ça nous rappelle combien Noël, c'est pas simplement une fête, mais ça nous rappelle que c'est un esprit qui transmet l'amour et le fait d'être avec les gens qu'on aime et qu'on apprécie. Et c'est ce que j'ai trouvé dans ce film. Donc je vous invite à le regarder. Il est vraiment très drôle. Surtout synthétique. Et ça nous laisse le temps d'abord d'écouter un jingle pour la musique. Nous aimons bien, Christian et moi, choisir des traditions familiales, les fanfans, etc. Il y en a bien d'autres. Là, aujourd'hui, on va vous parler de Georges et Sonny Troupé de Guadeloupe. Absolument. Alors, j'aimerais dire que quand j'étais étudiant, j'ai découvert Gérard Loquel. Et c'est là que j'ai découvert le Goka moderne. Absolument. Et c'est là que j'ai vu effectivement qu'il y avait une démarche, une stratégie pour pouvoir avoir une pédagogie de recherche, d'évolution. Alors, on pourrait penser aussi que le Bel Air aussi a eu la même chose, le même itinéraire, puisque je fais un petit clin d'œil à Extreme Jam, qui avait été créé par Jeff Bayard. En tout cas, pour revenir à Georges Troupé, c'est le père de Sonny Troupé. Il était saxophoniste, il est de Sainte-Anne en Guadeloupe. Et au-delà de ses prestations, il a créé une école qu'il appelle Kimball. Et cette école a formé beaucoup de gens, dont Arnaud Dolmen. Arnaud Dolmen, dont nous avons parlé, que nous avons reçu également au festival il n'y a pas longtemps. Et Georges Troupé, il a été effectivement avec Gérard Loquel et avec d'autres, si vous voulez, il a été véritablement un homme très innovant dans la pratique et l'évolution du Goka. On lui a rendu hommage d'ailleurs au festival Blues, Terre de Blues, avec un projet qui a été fait par son fils Sonny Troupé. Alors Sonny est plus connu, je pense que Sonny est contemporain, c'est né il y a 44 ans.
Il a travaillé à Toulouse, il a eu même un prix de piano, on le connaît pour batteur, je ne savais pas qu'il était pianiste également. Et Sonny Troupé, aujourd'hui, il joue régulièrement en France avec tout le monde. Il a joué avec David Murray, il a joué avec Dédé Saint-Prix, il a joué également avec Kenny Garrett, il a joué avec Jacques Schwarzbart. Vous voyez, c'est un homme qui a un panel extrêmement large Alors j'aimerais ajouter que Sonny Troupé, ce que je trouve extraordinaire chez lui, c'est sa modestie. Sa modestie en face de cette dimension musicale. C'est vrai, il a tous les langages de la musique, il a tous les langages du jazz. En plus, c'est un redoutable cas. Il joue au cas, il joue de manière merveilleuse. Il a eu un grand itinéraire aussi avec Grégory Privat. Ils ont fait des concerts tous les deux ensemble, piano cas au Japon. Donc, j'insiste encore sur l'exportation de nos productions culturelles et comment c'est un élément important dans la valorisation de nos territoires. On peut pas entendre un peu de musique, non? Alors, oui, très volontiers, on pourrait écouter. Je ne sais pas quel titre on va dire que c'est pour la fin. Ouais, on a trop bavardé, on a trop parlé, il y aura très peu de musique. Mais c'est voilà. notre faute, hein, c'est pas de la En tout cas, c'est véritablement un musicien. Alors, on le découvre bien évidemment sur le numérique, hein, sur Sonny Troupé. Et il a aussi, je le dis, participé au Begin Jazz Collective, parce que c'est lui l'un des deux batteurs, avec Tilo Bertolo, du Begin Jazz Collective. Hein. Rappelons que nous avons deux batteries dans notre formation. C'est assez original. Et voilà, et donc Sonny continue à travailler avec nous et voilà, je le recommande à tous les mélomanes, quoi, Sonny Troupé. Écoutez, une bonne synthèse d'un sujet très long, très, très complexe, et le clan, je dis que c'est le clan Troupé, et puis tout ce qui vient autour, dans Arnaud Dolmen, comme tu disais, et bien d'autres. Malheureusement, le temps nous interpelle. Je vous salue tous, je vous remercie. Je dis à la prochaine occasion. N'est-ce pas? Les nouvelles nous boivent, mais c'est vous qui a payé. Et puis, c'est Noël, donc c'est vrai, avec modération. Hein. Je remercie nos auditeurs, je vous ai déjà remercié, nos téléspectateurs, pardon. Je remercie également la technique, David, Mehdi, Flore, qui fait la nutrition, Giovanni également. Tu n'as pas un petit béguet pour Giovanni? Parce que chaque fois, tu me rappelles Giovanni. C'est parce que tu l'oublies. Non, tu me rappelles chaque fois Giovanni. Et je vous dis à la semaine prochaine. Une petite vidéo quand même sur le sujet que Christian vient de traiter. Et puis, à très bientôt. Merci.